Les Mayaïmi, également appelés Maimi, étaient des Amérindiens qui vivaient autour du lac Miami, aujourd'hui le lac Okeechobee, dans la région de Belle Glade, en Floride jusqu'au XVIIe-XVIIIe siècle. Dans les langues des tribus Mayaïmi, Calusa et Tequesta, Mayaïmi signifiait grande eau. L'origine de la langue n'a pas été déterminée car la signification de seulement 10 mots a été enregistrée avant l'extinction. Le linguiste Julian Granberry a déclaré que la langue des peuples Calusa, Mayaïmi, qu'il appelle Wakata et Tequesta, était liée à la langue Tunica. Le nom actuel Okeechobee est dérivé du mot Ichiti, qui signifie grande eau. Les Mayaïmi ont construit autour du lac Okeechobee des monticules de terre pour des cérémonies semblables à ceux de la culture du Mississippi et des constructeurs de monticules antérieurs. C'est un sort de tramway bus, mais en hauteur, t'as vu? Et sur un sort de pont, tu vois? Ouais, c'est bien organisé, les amis. Cette ville-là, Miami. C'est ce qui est bien surprenant, c'est qu'on voit tout écrit en 3 langues. Alors, anglais, espagnol et créole. Partout. Dans les transports en commun, voilà, j'ai vu que partout c'était écrit en créole. Partout dans les abris de bus et les stations, les lieux publics. Les Mayaïmi ont creusé beaucoup de canaux, comme d'autres travaux de terrassement, pour les utiliser comme chemin avec leurs pirogues. Les pirogues étaient de type plateforme avec des extrémités en forme de pelle, ressemblant à celles utilisées en Amérique centrale et aux Antilles. La dernière référence au Tequesta au cours de son existence a été écrite en 1743 par un prêtre espagnol nommé Padre Alaña, qui a décrit l'assaut en cours par une autre tribu. Les survivants ne sont pas plus de 30 et les Espagnols les transportèrent à la Havane. En 1770, un géomètre britannique décrivit plusieurs villes désertes dans la région où les Tequesta avaient vécu. L'archéologue John Goggin a suggéré que, lors de l'installation des Euro-Américains dans la région en 1820, les Tequesta restants étaient acceptés dans la population des Séminoles. Les descriptions courantes des Amérindiens en Floride vers 1820 n'identifiaient que les Séminoles. Après la disparition des Calusa et des Tequesta, les Amérindiens du sud de la Floride ont été qualifiés d'Indiens espagnols dans les années 1740, probablement en raison de leur relation plus amicale avec l'Espagne. Entre l'échec espagnol de la guerre 7 ans entre 1763 et la fin de la guerre d'indépendance américaine en 1783, le Royaume-Uni dirigea la Floride. La première utilisation connue du terme Séminoli provient d'un agent des Indiens britanniques dans un document daté de 1771. Les débuts de la tribu sont vagues, mais les archives montrent que les Creeks ont envahi la péninsule de Floride, triomphant et assimilant ce qui restait des sociétés précolombiennes de la Confédération des Creeks. Le mélange des cultures est évident dans le présent à cause des influences de la langue chez les Séminoles, plusieurs langues muskogéennes, notamment le Ichiti, le Creek et le Timucuan.
Au début du 19e siècle, un agent des Indiens d'Amérique expliqua ainsi le mot séminole signifie fugitif ou cassé, d'où applicable à tous les Indiens du territoire de la Floride, car ils se sont tous échappés de la nation Creek. Alors ça, c'est une explication d'un agent désigné par les autorités pour correspondre avec les autochtones amérindiens. Donc c'est en partie vrai. On l'expliquera parce que aussi la Floride était une terre des Cimarrones et les Cimarrones, effectivement, c'est un mot qui signifie ceux qui vont vite comme les flèches. Donc en même temps, c'est pas très loin parce que les flèches c'est relié aux Amérindiens, c'est très connu, et en plus de ça, on mentionne le fait qu'ils se seraient échappés de la nation Creek, et donc en même temps c'est une terre où les esclaves qui étaient dans les plantations fuyaient pour aller se réfugier parce qu'ils savaient que dans les Everglades, c'était une terre de marronnage. Donc ça peut s'expliquer aussi comme ça. Mais ça va beaucoup plus loin que ce qui vient d'être dit par cet agent. Voilà. Alors, on reprend. Linguistiquement, le terme séminole provient d'une corruption du mot espagnol cimarrón, comme je l'avais dit. Les Creeks qui se trouvaient dans ce qui est maintenant l'Alabama et la Géorgie, qui est au nord de la Floride, étaient connus pour incorporer dans leur culture les tribus qu'ils avaient conquises. Certains Africains fuyant l'esclavage de Caroline du Sud et la Géorgie fuient en Floride. Qu'on veut toujours nous faire croire que soi-disant les gens allaient fuyaient vers le nord, vers les États du Nord, vers le Canada pour être libres. Pas du tout. On savait jusqu'à pratiquement 1930, il y avait des endroits qui n'étaient pas encore sous contrôle des États-Unis ou des Espagnols, de qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est vraiment au début du XXe siècle et encore que vraiment toute la Floride fut administrée. Donc c'était vraiment une terre de marronnage. Certains Africains fuyant l'esclavage de Caroline du Sud et de Géorgie, donc fuyaient en Floride, attirés par les promesses de liberté. Alors, les Espagnols leur promettaient soi-disant la liberté aussi, s'ils se convertissaient au catholicisme. Mais bon. Mais ils trouvaient leur chemin dans une tribu. Donc, on peut dire que, en gros, les Africains allaient se réfugier chez des Amérindiens. Voilà, pour fuir certaines plantations de Géorgie ou d'Alabama. La tribu séminole, initialement installée dans la partie nord du territoire, mais le traité de Moultrie Creek en 1823 contraint de les faire vivre dans une réserve au nord du lac Okeechobee, y compris des groupes de Miccosukkees. Comme je vous ai dit, c'est aussi un des groupes d'Amérindiens qui se trouve en Floride. Une tribu similaire qui parlait une langue différente et qui vivait à El Cypress Grande. Contrairement aux Calusa et aux Tequesta, les Séminoles étaient davantage tributaires de l'agriculture et de l'élevage d'animaux domestiques, comme les peuls en Afrique sont connus aussi pour ça. Ils ont chassé
ce qu'ils ont mangé et échangé avec des colons euro-américains. Ils vivaient dans des structures appelées chickees. Nous, on a des trucs comme ça à peu près, sans mur, juste avec un grand toit et des piliers. On appelle ça des ajoupas dans les Caraïbes, chez nous. Donc, c'est des huttes au toit de chaume, aux pans ouverts, probablement adaptés du Caloussa. En 1817, Andrew Jackson envahit la Floride pour accélérer son annexion aux États-Unis. Lors de la première guerre séminole, après que la Floride soit devenue un territoire américain. Les conflits entre colons et séminoles sont devenus plus fréquents. La deuxième guerre séminole, entre 1835 et 1842, a provoqué le déplacement ou la mort de près de 4000 Séminoles en Floride. Les guerres séminoles ont poussé les Indiens vers le sud, dans les Everglades. Ceux qui ne trouvèrent pas refuge dans les Everglades s'installèrent sur le territoire indien de l'Oklahoma après l'expulsion des Indiens des États-Unis. La troisième guerre séminole a duré de 1855 à 1859. Au cours de son déroulement, 20 Séminoles ont été tués et 240 ont été enlevés. En 1913, les Séminoles des Everglades ne sont plus que 325. Ils construisent leur village dans des hamacs en feuillus, des îlots de feuillus formés dans des rivières ou des pinèdes. Les régimes séminoles se composaient de maïs broyé et de racines de maïs, de poissons, de tortues, de cerfs et de petits gibiers. Lorsque les Séminoles vivaient dans le nord de la Floride, ils utilisaient des vêtements en peau de bête semblables à leurs précurseurs, les Creeks. La chaleur et l'humidité des Everglades ont influencé son adaptation à un style vestimentaire différent. Les Séminoles ont substitué des pantalons en tissu épais aux vêtements avec des motifs uniques, coton et en soie plus léger. Les guerres séminoles ont accru la présence militaire américaine dans les Everglades, ce qui a entraîné l'exploration et la cartographie de nombreuses régions non enregistrées auparavant. En 1848, Thomas Buckingham Smith contacta 48 officiers qui avaient cartographié les Everglades et le consultèrent sur la faisabilité de drainer la région à des fins agricoles. Entre la fin de la Troisième Guerre séminole et 1930, quelques centaines de Séminoles ont continué à vivre dans un isolement relatif dans la région des Everglades. Les mesures de contrôle des inondations et des projets de drainage dans la région, qui ont débuté au début du XXe siècle, ont ouvert de nombreuses terres au développement et ont considérablement altéré l'environnement naturel, inondant certaines zones tout en laissant les anciens marécages s'assécher pour devenir arables. Ces projets, ainsi que l'achèvement de la route Tamiami qui divisait les Everglades en 1930. Un flux constant de développeurs et de touristes blancs s'est rendu dans la région et les autochtones ont commencé à travailler dans les fermes, les ranchs et les magasins. Alors que les régions métropolitaines du sud de la Floride commençaient à se développer, la branche des Séminoles de Miccosukee devint étroitement associée aux Everglades, cherchant simultanément à préserver sa vie privée et servant d'attraction touristique, combattant les alligators, vendant des œuvres d'art et donnant des visites écologiques. Il y a 6 réserves de Miccosukee et de Séminoles en Floride. Ils ont la caractéristique d'avoir construit
et casinos qui font subsister la tribu. Cacique est un terme utilisé pour désigner les dirigeants des communautés taïnos des Antilles. De l'expansion coloniale espagnole en Amérique, les conquérants ont utilisé le terme pour désigner les autorités politiques autochtones, sans prêter attention à la diversité des systèmes politiques des Amériques, ni à la nomenclature autochtone. Les mots caciquismo, cacicato, cacicazgo, caciquear sont dérivés de ce terme. Bien qu'un grand nombre de caciques ont été exécutés dans la chaleur de la conquête, l'institution de la chefferie dans ses diverses manifestations ethniques a survécu pendant les siècles de colonisation. Son autorité était très relative dans la tradition culturelle de certains groupes ethniques. Leurs décisions n'étaient pas entièrement contraignantes et leur autorité était finalement soumise à la volonté des assemblées autochtones. Beaucoup de nations et de peuples d'Indiens ne souffrent pas de rois ou de seigneurs absolus, mais vivent dans des communautés où ils sont gouvernés par des conseils de nombreuses personnes, comme le cite Joseph de Acosta. Cette situation ambiguë a ajouté à un certain recul des relations sociales internes des groupes indigènes, produit du métissage, de la catastrophe démographique et du déracinement. Des personnes qui ont été envoyées dans les nouveaux centres d'exploitation, les mines et les plantations. I ain't worried about a thing. Loose and gators. Got him. Shit, that nigga just died. He went under, you saw him? You heard him, he's right there. Dude, that water's so cold under there. I was gonna go to the other side, Remy fucked me up. Go over there by the other side, we could catch him. See that big fucker? Yeah, cool. Yeah, you can see him. That fucker's right there. Hurry up. Come. Look at that big fucker. Ah ouais, il est là. Yeah, mama. Il a plongé. He's 3 feet, about 3 feet. En raison de cette situation, le cacique perdait souvent le contrôle de sa communauté, qui comprenait peu à peu qu'une autorité effective était détenue dans d'autres cas. Il est ensuite devenu un concept appliqué par les Espagnols à certaines personnalités des cultures originales de l'Amérique, souvent utilisé de manière équivoque pour des hommes jouissant d'un pouvoir économique plus puissant, animaux, zones de culture, etc., et de plusieurs épouses, entre autres. Le malentendu a persisté parmi les non-spécialistes, puisqu'il est généralement désigné comme cacique, les souverains absolus des empires Nahuatl, Quechua, Taïno, etc. De la même manière que les chefs ou dirigeants des petites populations, comme par exemple les Nambikwara. C'est ainsi vulgairement
qu'au Pérou antique, chez les Curaca, on appelle le cacique pour les Toki, Lonco et les Ulmen du Mapuche, ainsi que pour les Ruvicha des Guarani. Au début du XVIIIe siècle, des pillards de la province de Caroline envahirent le territoire à plusieurs reprises, incendiant des villages et capturant ou assassinant des membres de toutes les tribus de la Floride. Jusqu'à la pointe sud de la péninsule, ils ont vendu les captifs en esclavage destinés à des marchés allant de Boston à la Barbade. En 1710, un groupe de 280 réfugiés de Floride comprenant le cacique de Miami est arrivé à Cuba. En 1738, les Miami avaient un fort sur la côte sud de Cap Canaveral. En 1743, les missionnaires espagnols envoyés à Biscayne Bay signalèrent qu'un reste des Miami, qu'ils appelaient Miamis, faisait partie d'un groupe d'environ 100 personnes, comprenant également des Santalusos et des Mayacas, résidant encore à 4 jours au nord de la rivière Miami. Tous les survivants étaient présumés avoir été évacués vers Cuba lorsque l'Espagne céda la Floride à l'Empire britannique en 1763. Plusieurs sites archéologiques sont connus dans la région pour avoir été occupés par les Mayas. Voici un extrait des mémoires de Fontaneda. Hernando d'Escalante Fontaneda fit naufrage en Floride à 13 ans, en 1549-1550. Vécut 17 ans avec les Indiens Calusa, sauvé vers l'âge de 30 ans, à peu près vers 1566, et rédigea ses mémoires en 1575. Les dates exactes sont difficiles à établir. Fontaneda n'a pas précisé où et quand il a fait naufrage, ni avec qui, ou quand il a été secouru, à l'exception qu'il avait 30 ans. D'après une traduction de Buckingham Smith de 1854, voici l'extrait. Seigneur très puissant, mémoire des choses, du rivage et des Indiens de Floride, pour décrire laquelle, parmi les nombreuses personnes qui ont côtoyé ce pays, ne savent pas le décrire. Les îles de Yucayó et de Haïti se situent d'un côté à l'autre du canal de la Bahama. Il n'y a pas d'Indiens et il se situe entre la Havane et la Floride. Il y a encore d'autres îles, plus proches du continent, s'étendant entre l'ouest et l'est, appelées les Martyrs, pour la raison que beaucoup d'hommes ont souffert à cause d'elles, et aussi parce que certains rochers montent de là, sous la mer, qui de loin ressemblent à des hommes en détresse. Les Indiens sont sur ces îles. Ils sont de grande taille. Les femmes sont bien proportionnées et ont une bonne mine. Sur ces îles, il y a 2 villes indiennes, 20 lieues jusqu'à Martires et ensuite 20 autres jusqu'en Floride, jusqu'au territoire de Carlos, une province d'Indiens qui, dans leur langue, signifie un peuple féroce. Ils sont censés être courageux et habiles, comme ils le sont en réalité. Ils sont maîtres d'un grand district dans leur pays, jusqu'à une ville qu'ils appellent Guacata, au bord du lac de Miami, qui s'appelle Miami en raison de sa taille très importante. Autour de lui se trouvent de nombreux petits villages dont je parlerai plus tard. La distance à parcourir pour aller de la Havane aux îles les plus éloignées, situées au-delà du cap des Martyrs, est presque limitrophe à la Floride, et de 60 lieues, parce que ces îles sont proches.
Il est évident que parmi les populations dites séminoles, qui est déjà un ensemble de populations amérindiennes qui se sont retrouvées dans les marécages, parce qu'il faut savoir que donc une grande partie de la Floride était un marécage, une grande mangrove, jusqu'à ce que, justement, dans les années 1930, on commence entre 1820 et 1830 à faire du drainage. De là, du coup, eh bien, on voit que les terres ont été cultivées, il y a eu des ranchs, et les réserves des Séminoles, aujourd'hui, on va voir celles qui restent, parce que celles qui restent, on va voir que même si elles ont un teint cuivré, voire certains qui ont le teint noir, il y en a encore beaucoup qui ont les traits, on va dire, asiatiques, si on peut dire. Et ça vient du fait que il y a les Black Séminoles qui étaient majoritaires avant, mais en Floride jusqu'en 1965, même les enfants des Carterons n'avaient pas le droit de se marier avec des blancs, des blanches. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait un quart de sang noir, s'il avait un enfant avec une blanche, même son enfant n'avait pas le droit de se marier avec une blanche, sous peine d'emprisonnement carrément, prononce, ou le tribunal qui prononce la nullité du mariage. Donc, il faut comprendre que c'est le sud, la Floride, c'est la Géorgie, la Caroline, c'est Alabama, c'est la Louisiane, voilà, c'est le South. Donc il y a cette ségrégation qui a été perpétrée pendant des siècles aux États-Unis, sauf que justement en Floride, c'était une terre de marronnage. Donc c'était jusqu'au début du 20e, tout le 19e, c'était des guerres. Parce que tout le 19e quasiment, c'était les guerres séminoles. Il y en a eu 3. Donc dans les Séminoles, il y a plusieurs peuples, les Creeks, entre autres, et donc les Mayas, les Arawaks, les Taïnos, donc les Kalinago. Il y a plusieurs tribus caribéennes qui se sont rejoints là-bas, sans compter aussi toutes les personnes qui échappaient des plantations et qui se réfugiaient du coup en Floride.